Bonjour, heureux de vous retrouver. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très simple, comme tous les sujets européens. Alors non, en fait, c'est pas simple du tout, mais je vais essayer de vous le rendre accessible. Alors, ça s'appelle élargissement et approfondissement. Alors, j'étais tenté de titrer élargissement ou approfondissement, puisque certains prétendent que c'est soit l'un, soit l'autre. Je vais essayer de vous démontrer que c'est l'un et l'autre. Pas forcément dans le même ordre, mais on va voir pourquoi. Alors, ce qu'on appelle élargissement, et ça je vous l'ai déjà dit, alors je le répète, puisqu'il paraît qu'en pédagogie, il faut répéter, répéter, répéter pour qu'il en reste un peu. Donc l'élargissement, c'est la démarche d'intégration d'un nouvel État membre dans l'Union européenne. L'approfondissement, c'est la réforme du dispositif de l'Union européenne pour l'améliorer et faire en sorte que ça marche mieux demain qu'avant-hier. Alors la question, c'est comment fait-on pour mener de front élargissement et approfondissement? Est-ce d'abord pertinent? Et si oui, comment on s'y prend? Alors on va commencer par un rappel, hein, vous l'avez déjà vu ça, sur les priorités de l'Union européenne. Chaque début de mandature, alors la mandature actuelle c'est 2024-2029, à chaque début de mandature, la Commission européenne annonce la couleur, si je puis dire, et fixe des priorités. Cette mandature-là comporte 7 priorités, et on a vu, quand je vous ai parlé du pacte vert, que dans la mandature précédente, le pacte vert était la priorité numéro un. Alors ce n'est plus la priorité numéro un, elle a été dépassée par 2 priorités, la compétitivité et la défense et la sécurité. Bon, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui sont évidemment liées à la conjoncture internationale, notamment. Et puis, vous avez d'autres priorités qui sont protéger notre démocratie et défendre nos valeurs, atteindre les objectifs ensemble et préparer notre union pour l'avenir, soutenir les personnes et renforcer nos sociétés et notre modèle social, et puis user de notre puissance et de nos partenariats dans le monde. Et bien, tout ça, ça fait partie, je dirais, du dispositif dont on va parler en évoquant élargissement et approfondissement. Et particulièrement ensemble, parce que l'Union européenne, à partir du moment où on n'est pas ensemble, ça ne marche pas, ou ça marche mal. Alors on vient de voir que on va mieux, j'évoquais ça avec quelqu'un tout à l'heure, on va mieux avec la Hongrie. Monsieur Orban, après 16 ans de démolition de la démocratie hongroise, a été battu aux élections et son successeur est revenu dans un périmètre européen qu'on peut qualifier de positif. Voilà. Et puis, protéger notre démocratie et défendre nos valeurs, on va voir que c'est peut-être l'objectif le plus important. Vous savez que j'adore les cartes parce que
une carte, ça permet quand même de visualiser plus facilement les choses. Donc, cette carte, vous l'avez déjà vue, mais je vais m'attarder un peu dessus pour évoquer ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, en rappelant les étapes de la Constitution. Donc, ça a commencé en 1957 avec le traité de Rome. Donc, en 1957, il y a 6 États fondateurs, dont la France, dont l'Allemagne. Alors c'est important parce que la France et l'Allemagne venaient de sortir d'un conflit, l'un des nombreux conflits qui les avaient fait s'affronter. Et puis, lorsqu'ils constituent en 1957 le premier ensemble européen, beaucoup de gens n'y croient pas. Et beaucoup de gens se disent, mais comment, après des guerres incessantes, après une haine qui s'est installée sur plusieurs générations, peut-on imaginer que ces pays travaillent ensemble? Eh bien, force est de constater que ça marche, et que ça marche plutôt bien. Alors évidemment, quand on parle au niveau des médias du moteur franco-allemand qui tousse un peu, etc., c'est vrai que c'est pas très facile de s'entendre en permanence. Mais on avance. En 1973, on intègre 3 États, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. 1973. En 1981, la Grèce. Alors, il faut imaginer que les États européens, dans un premier temps, ne se sont pas précipités pour entrer dans l'Union européenne parce qu'on ne savait pas très... Enfin, ce n'était pas l'Union européenne d'ailleurs, j'y reviendrai. On ne savait pas très bien comment ça pouvait fonctionner, on tenait absolument à son indépendance, à sa souveraineté nationale, donc ça posait quand même des problèmes d'attrait. Enfin, l'attrait n'était pas forcément au rendez-vous. Alors après, ça s'élargit. En 1986, alors attendez que je ne dise pas de sottises, Portugal et Espagne. Et puis, en 1990, vous vous souvenez peut-être que l'Allemagne était coupée en 2, en gros comme ça. Là, il y avait la République dite démocratique d'Allemagne, la RDA, et là, il y avait la RFA, la République fédérale d'Allemagne. En 1980, donc quand on a constitué la première construction européenne, il n'y avait que l'Allemagne de l'Ouest, puisque l'Allemagne de l'Est appartenait à ce qu'on appelait l'ère soviétique, c'était derrière le rideau de fer. Donc lorsque l'Allemagne a été réunifiée, ipso facto, le nouvel ensemble allemand est devenu adhérent à la communauté européenne. En 1995, les 2 États scandinaves, Suède, Finlande, et l'Autriche. À cette époque-là, ça va relativement vite, l'intégration. Tout simplement parce que la quasi-totalité des États de l'Ouest avaient, et ont toujours à peu près la même structure politique, à peu près le même fonctionnement politique, donc c'est assez facile d'intégrer un État dont le fonctionnement est voisin. En 2004, on intègre d'un coup 10 États. Alors, les États de ce qu'on appelait les pays de l'Est, alors il ne faut plus dire les pays de l'Est, je crois que je vous l'ai déjà dit, parce que ça rappelle de mauvais souvenirs à ces pays-là, il faut dire les PECO. PECO, ça veut dire pays d'Europe centrale et orientale. D'accord ? Donc, on intègre 8 pays, oui c'est ça, 8 pays des PECO, les 3 États baltes, la Pologne,
Alors on peut dire Tchéquie maintenant. Longtemps, on ne pouvait pas dire Tchéquie, il fallait dire République tchèque. Les Tchèques, après un gros travail intellectuel, ont accepté qu'on puisse dire Tchéquie. La Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. Et puis, Chypre et Malte. Alors, vous voyez que Chypre, euh, toute, euh, toute l'île est de la même couleur, alors qu'en fait, n'appartient à l'ensemble européen qu'un morceau de l'île, l'autre morceau qui se trouve à l'est étant occupé par la Turquie depuis 1974. Au plan du droit international, cette occupation est jugée illégale. Par conséquent, on peut parfaitement considérer que c'est bien l'ensemble de l'île de Chypre qui est dans l'espace européen. Alors, jusqu'à quand devra-t-on supporter cette frontière qui a été instituée sur occupation turque? On n'en sait rien et on va voir que ça a évidemment des conséquences sur l'ensemble turc. Malte. Bon, Malte, c'est le plus petit pays de. Oui, c'est le plus petit pays de l'Union européenne. Et il faut ajouter à tout ça ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques. Je vous en avais parlé à propos de je ne sais plus quelle conférence. En fait, on a deux sortes de choses à l'extérieur du continent européen. On a les régions ultra-périphériques, les RUP, qui, elles, sont bel et bien sur le territoire de l'Union européenne. Et puis, on a les pays et territoires d'outre-mer, qui, eux, ne sont pas dans le territoire de l'Union européenne, qui ont un lien avec l'Union européenne à travers les pays auxquels ils sont rattachés, par exemple le Groenland, rattaché au Danemark. Alors avec un lien qui est un lien ténu, mais qui est un lien qui existe. Et vous savez, alors je ne reviens pas là-dessus, que le Groenland suscite un appétit tout à fait grandiose du côté de l'administration Trump. Donc ces régions ultra-périphériques, elles sont concrètement, juridiquement, dans le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est le paysage d'aujourd'hui, sachant qu'en 2007, on intègre deux États d'EPECO supplémentaires, la Roumanie et la Bulgarie. Et puis en 2013, le premier État des Balkans, la Croatie. Et depuis, rien. Si, un petit événement qui s'est produit en 2020, le Brexit. Donc on est allé jusqu'à 28 États membres de l'Union et on est redescendu à 27 puisque les Britanniques ont considéré, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui, qu'il fallait quitter l'Union européenne. Voilà le paysage d'aujourd'hui auquel on peut ajouter ce qu'on appelle les candidats reconnus, c'est-à-dire les pays qui ont vocation à entrer dans l'Union européenne, d'une part parce qu'ils sont en Europe, puisque les textes prévoient que tout État européen peut demander à adhérer à l'Union européenne. Alors on a beaucoup glosé sur est-ce que c'est européen au sens géographique du terme? Est-ce que c'est européen au sens des valeurs de l'Union? Ça se discute. Mais enfin, on a par exemple refusé la candidature du Maroc en arguant que le Maroc n'était pas en Europe. Mais par ailleurs, on a la Turquie, là, qui est candidate officielle à l'entrée dans l'Union européenne et dont certains disent bah, la Turquie, c'est pas l'Europe. Alors c'est quand même l'Europe avec un morceau qui est là, qui lui est en Europe, le reste étant en Asie. Mais bon, toujours est-il que ces candidats-là, alors on a
tous les pays des Balkans, sauf le Kosovo, qui, lui, est un candidat potentiel. Alors, trois mots d'explication. Un candidat reconnu, c'est quelqu'un qui a fait acte de candidature, mais avec qui on n'a pas encore engagé de négociation. Un candidat potentiel, c'est quelqu'un qui a fait acte de candidature ou pas, d'ailleurs, et avec qui on n'a pas engagé de négociation officielle. Alors, parmi les autres candidats potentiels, figurez-vous qu'il y a la Biélorussie. C'est un candidat potentiel. Alors, la Biélorussie n'a pas fait acte de candidature. La Biélorussie n'a jamais appartenu à quelque organisation européenne que ce soit, y compris le Conseil de l'Europe, puisque la Biélorussie n'a jamais été en posture démocratique. Donc, ça reste un candidat potentiel, mais de façon très lointaine. Donc, on ne retient pour l'instant que le Kosovo. Et puis, on a l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Alors là aussi, on peut dire, mais est-ce que la Géorgie est en Europe? En tout cas, elle est voisine de l'Europe, si tant est qu'on discute de la frontière éventuelle qui passerait là entre l'Europe et l'Asie. Mais aucun spécialiste de géographie ne vous dira avec certitude où se situent les frontières entre les continents. Alors l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie sont devenus des candidats officiels avec lesquels on a engagé des négociations. Alors j'ajoute que pour l'histoire, il y a des gens qui à un moment donné ont été candidats et puis les négociations n'ont pas abouti pour une raison ou pour une autre. L'Islande, la Norvège et la Suisse. Bon. Mais tout ça fait partie d'un autre ensemble qui s'appelle l'espace Schengen. Alors vous avez en jaune les frontières extérieures de l'espace Schengen. Ah, avec une autre frontière intérieure qui est là et qui couvre les pays des Balkans qui ne sont pas encore dans l'Union européenne. Mais vous voyez bien que pour la cohérence de l'ensemble, l'une des priorités de l'élargissement, c'est bien de faire entrer les pays des Balkans. Alors c'est compliqué parce que, par exemple, le Kosovo, qui n'est pour l'instant qu'un candidat potentiel, n'est pas reconnu par le droit international et par un certain nombre d'États membres, dont l'Espagne, par exemple, qui ne reconnaît pas le Kosovo. Étant rappelé que le Kosovo, c'est un morceau de Serbie qui a exercé une démarche d'indépendance et que, évidemment, la Serbie ne veut pas reconnaître. Et puis d'autres États, comme l'Espagne, estiment que reconnaître le Kosovo, c'est entrer dans un débat qui peut être difficile, voire conflictuel. Donc, pour l'instant, le Kosovo est dans une situation qui ne permet pas d'engager des négociations. Ça va? Bon. Alors, j'en profite pour dire que quand on a un candidat comme la Turquie, la Turquie, elle a déposé sa candidature en 1999. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'elle est candidate. Et les négociations sont gelées, d'une part parce que l'état démocratique de la Turquie n'est pas visible à l'œil nu, d'autre part pour son comportement à Chypre, parce qu'on ne peut pas engager des négociations avec un pays qui, par ailleurs, occupe illégalement un État membre. D'accord? Donc, pour l'instant, la Turquie, c'est pas à l'ordre du jour. Et vous voyez que cet espace Schengen, il intègre
les pays de l'Union européenne, sauf deux, alors la Chypre, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir comment faire en sorte de faire entrer dans l'espace Schengen un pays qui est coupé en deux, dont un morceau est illégal. Bon. Et puis l'Irlande, qui n'est pas dans l'espace Schengen parce que ça poserait trop de problèmes en raison du lien avec le Royaume-Uni, qui a un morceau qui n'est pas illégal de l'île d'Irlande. Mais à terme, on voit ici ce que pourrait être un ensemble européen cohérent. Et on irait jusque-là. Et puis ici, pourquoi pas? On irait jusque-là. Parce que il n'est pas exclu aujourd'hui que le Royaume-Uni redemande une adhésion à l'Union européenne. D'ailleurs, dans le parti Labour, des travaillistes, dans une traduction française approximative, les travaillistes, parmi les tas de sujets qui les agitent en ce moment, dont la démission de Starmer, eh bien, ils évoquent le fait que l'Union européenne, on est mieux dedans que dehors. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire que ce qui préfigure avec l'espace Schengen ce que pourrait être l'Union européenne, il faut quand même y ajouter 3 régions ultra-périphériques qui sont dans l'espace Schengen. Les Açores, c'est loin, mais c'est dans l'espace Schengen. Madère et les Canaries. Ceux-là ne sont pas dans l'espace Schengen. Donc l'espace Schengen, il a bien vocation à s'étendre autant que faire se peut sur tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à l'Europe. Voilà. Ça va? Moi aussi. Alors, quand on parle d'élargissement, il faut se poser la question de savoir comment ça marche. Outre le fait d'avoir une intention de rejoindre l'Union européenne, on n'entre pas comme ça. Et on va voir pourquoi c'est si long. Parce qu'on entend régulièrement, oh là là, tel pays, il a fallu 10 ans pour l'intégrer, mais enfin, c'est scandaleux. Bon. Rappelez-vous, Monsieur Zelensky, président d'Ukraine, qui disait, mais intégrez-moi tout de suite, là. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes copain avec moi et vous ne voulez pas m'intégrer. C'est compliqué pour des raisons parfaitement pertinentes que voici. Alors, d'abord, il faut évidemment déposer la candidature. Et soit après, soit avant le dépôt de candidature, on signe un accord d'association. Alors cet accord d'association, c'est, je dirais, les préliminaires à l'application du droit et des pratiques de l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, surtout quand on est un État qui politiquement ne ressemble pas, ni économiquement d'ailleurs, à un État membre classique de l'Union européenne, il faut du temps pour qu'il s'adapte. Donc cet accord d'association, il vise à engager les démarches pour regarder l'état de la législation du pays candidat, la comparer avec la législation européenne, etc. Alors, quand un pays candidat a le statut, ou pardon, pour avoir le statut de pays candidat, il faut l'unanimité des États membres. L'unanimité. Alors, on a déjà vu que l'unanimité, c'est compliqué, surtout à 27. Mais sur ces sujets-là, de l'élargissement, l'accord d'unanimité est plus facile à obtenir parce que tous les États membres ont bien conscience qu'il est nécessaire d'élargir l'Union européenne et on y reviendra.
Alors après, on peut parler de stratégie de préadhésion. Alors ça se pratique avec des programmes, une aide financière et tout ce qu'il faut pour rejoindre l'économie de marché qu'est l'Union européenne. Ces programmes européens, ce sont des approches, des pratiques, des éléments qui, encore une fois, permettent d'échanger avec le candidat sur la totalité des sujets qui lui permettront d'intégrer l'Union européenne dans des conditions convenables, parce qu'il ne faut pas ni que le pays soit mis en difficulté grave lorsqu'il va intégrer l'Union européenne, ni que les États membres de l'Union actuelle soient eux-mêmes mis en difficulté par l'intégration d'un pays. Je rappelle par exemple que lorsqu'on a fait entrer la Hongrie parmi d'autres États dans l'Union européenne, la Hongrie était dans un état convenable de fonctionnement démocratique. Et après, ça s'est dégradé. Donc on n'a pas envie de recommencer un scénario du même type. Donc on prend un maximum de précautions pour éviter cela. Bon, l'aide financière, c'est apporter ce qu'il faut comme subside pour que le pays candidat puisse faire face à tous les changements qu'il doit affronter. Quant à l'économie de marché, il faut bien comprendre que, par exemple, un pays comme l'Albanie, qui est en sous-développement, d'ailleurs on dit plus sous-développement, on dit en voie de développement, on dit plus aveugle, on dit etc. Bon. La question de l'économie de marché, elle est centrale parce que un pays qui n'a pas ni les moyens capitalistiques, ni la pratique de l'économie de marché risque de se mettre en difficulté et de mettre en difficulté le reste des autres États membres. Ensuite, on engage les négociations. Alors, les négociations, elles sont très formalisées sur la base de ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Alors, quand il y a un nom de ville, c'est là où s'est réunie l'institution européenne qui a inventé le truc dont on parle. Donc les 3 critères de Copenhague ont été définis par un sommet européen en 1993. Critères politiques, critères économiques, acquis de l'UE. Alors ces 3 critères-là, je l'ai déjà dit, hein, le critère politique, c'est intégrer l'Union européenne suppose d'en accepter les valeurs, état de droit, séparation des pouvoirs, liberté publique, et puis il y a, c'est important aussi, reconnaissance et protection des minorités. Alors quand on sait que certains pays ont des minorités en souffrance, eh bien on ne peut pas entrer dans l'Union européenne si on discrimine une partie de sa population. Le critère économique, j'en ai parlé aussi, j'ajoute que ça suppose que le fonctionnement global du pays candidat, y compris naturellement ses entreprises, fonctionne tel que le marché unique européen fonctionne. Les acquis de l'UE, on veut dire par là qu'il s'agit que le pays candidat intègre dans toutes ses pratiques et dans tout ce qui va faire fonctionner ce pays lorsqu'il sera dans l'Union européenne en fonction de toute la législation européenne. Toute la législation. Or, la législation européenne, elle est assez importante et ça suppose de passer en revue beaucoup de choses. Et puis, on a ajouté en 2006 un 4e critère, ce qu'on appelle la capacité d'intégration. Je l'ai dit aussi, donc ça, c'est capacité pour le pays lui-même
de s'intégrer et capacité pour les autres États membres de l'accepter. En 2020, on a fait une réforme. Alors, une réforme très importante. Alors, elle n'est pas spectaculaire, mais cette réforme a consisté sur initiative française, d'ailleurs. Comme quoi, les Français ont parfois de bonnes idées. On a institué notamment le principe de réversibilité. J'explique. Dans tout ce dispositif de négociation, on a formalisé 35 chapitres de négociation regroupés dans 6 thèmes: politique, justice, système pénal, système ceci, système cela. Bon, j'entre pas dans le détail. Toujours est-il que on procède par chapitre dans les négociations et quand on a fini un chapitre, on le boucle. Alors, si par exemple je prends le chapitre corruption, une fois qu'on a constaté que finalement le taux de corruption est acceptable, parce que le pays sans corruption, ça n'existe pas. Hein. Il faut simplement qu'elle soit à un niveau tel que ce soit acceptable. On a inventé ce principe de réversibilité qui veut dire que c'est pas parce qu'on a clos un chapitre qu'on va pas le rouvrir parce que les choses ont mal tourné entre-temps. Je prends l'exemple de la Hongrie. Le mérite de la Hongrie, c'est qu'elle sert de modèle pour ce qu'il ne faut pas faire. La Hongrie, quand elle est entrée dans l'Union, son État démocratique était convenable. La séparation des pouvoirs était effective, etc., etc. Et puis au fil du temps, ça s'est dégradé. Donc l'idée, c'est à partir du moment où les choses qui avaient été conclues évoluent, on revient dessus. Eh bien, par exemple, figurez-vous que la Roumanie et la Bulgarie, ils sont entrés dans l'Union en 2007. Le chapitre corruption n'est toujours pas bouclé. Et on continue à exiger de ces deux pays les réformes qui vont bien pour s'aligner sur les valeurs de l'Union européenne. Et puis ensuite, il y a un traité d'adhésion. Alors, c'est très formalisé, hein, c'est un texte. Alors, soit c'est un seul texte s'il y a un seul candidat, un seul pays, pardon, qui est devenu en mesure d'entrer dans l'Union, soit un texte qui va concerner 2, 3, 4. Par exemple, quand on a fait le grand élargissement avec les PECO, eh bien, on a un traité qui concerne 10 pays. Et ce traité, il doit être signé et ratifié. Alors, signé, évidemment, les deux parties, la partie Union européenne et la partie État candidat, signent le traité. Mais la ratification, elle doit être faite à la fois par le pays candidat en consultant ses citoyens, par voie de référendum en général, ou en consultant le Parlement. Et cette ratification, elle doit être également opérée par les États membres de l'Union européenne existants. Donc vous voyez que la démarche, elle est lourde. Mais quand certains disent qu'il faut l'alléger, ça voudrait dire qu'on prendrait le risque de faire entrer dans l'Union quelqu'un qui n'est pas en état de supporter tel ou tel comportement ou telle façon de faire. Donc c'est bien normal qu'on ait une procédure aussi compliquée et c'est un gage de sécurité pour l'avenir. Donc oui, c'est long, mais c'est normal que ce soit long. Alors ça peut être plus ou moins long. Quand par exemple on a intégré l'Autriche et 2 pays scandinaves, ça s'est fait en 2 ans. Parce que, je l'ai déjà dit, ces pays-là étaient dans un état qui était très proche des valeurs européennes. D'accord ?
Et puis après, il y a ce qu'on appelle la période d'intégration et de transition. Alors c'est là où on va regarder si tout ce qu'on a signé est effectivement appliqué. Et on peut toujours, non pas virer le pays, puisqu'une fois qu'il est intégré, on ne peut plus le virer. Mais on peut appliquer des sanctions, on peut suspendre les subventions, etc. Voilà en quoi consiste donc la procédure d'élargissement. Et si certains commentateurs médiatiques vous expliquent qu'il faut faire autrement et aller beaucoup plus vite, ben c'est qu'ils n'ont pas compris le système. Et je pense que vous venez de le comprendre, en tout cas j'espère. Ça va ? Alors maintenant, on va passer à l'approfondissement. Alors l'approfondissement, les éléments les plus typiques, ce sont les traités. La meilleure manière d'approfondir l'Union, c'est de modifier ou de faire un nouveau traité. Alors ça a commencé avant 1957 par le traité de Paris en 1951 qui a constitué la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était la première démarche intelligente consistant à mutualiser les moyens de production, notamment des armements, pour éviter un nouveau conflit armé. C'était ça la démarche. 1951, c'est tout de suite après la Seconde Guerre. Alors, je dis plus Seconde Guerre mondiale, je dis Deuxième Guerre mondiale, parce que quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Or, bon. Au fur et à mesure, alors on a 1957 les traités de Rome. Je rappelle qu'il n'y a pas qu'un seul traité, il y en a deux, voire trois. Après, on a l'acte unique. Après, on a le traité de Maastricht. Après, on a le traité d'Amsterdam, le traité de Nice et le traité de Lisbonne actuellement en vigueur. Alors, la date qui est là, c'est la date de signature, qui n'est pas forcément la date d'entrée en vigueur. En l'occurrence, Lisbonne, signature 2007, entrée en vigueur 2009. Donc, parfois, dans les présentations, on a l'une des deux dates, pas toujours la bonne. Par exemple, 1957, c'est en fait la date de mise en vigueur. Donc, ce n'est pas très cohérent tout ça. Donc, j'aurais dû prendre le temps de mettre les dates identiques sur l'ensemble, mais bon, vous m'en voulez pas trop. Bon, merci. Alors, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, on va regarder ça dans le détail. Parce que regarder le passé dans le détail, c'est la meilleure manière de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir. Quand on n'a pas en tête ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Union européenne, on ne peut pas comprendre les blocages, les difficultés, etc. Alors, on va commencer par le début de l'histoire. Alors, je n'ai pas mis le traité de Paris. Bon, on commence avec les traités de Rome et cette période, à partir de 1957, des 6 pays fondateurs. Alors, il se passe des choses. En 1965, on fusionne les 3 traités qui étaient dans le traité de Rome. Alors bon, juridiquement, ça a une portée, mais je ne développe pas. En 1962, on invente la PAC, la politique agricole commune. C'est un vrai sujet, ça. Et ça le reste. Et je l'ai déjà dit, je le répète, la PAC, c'est le premier budget de l'Union européenne. 30% du budget. En 1968, on invoque, bizarre comme formulation, on évoque l'union douanière. Alors l'union douanière, c'est on fait tomber toutes les barrières douanières dans le périmètre de la communauté, ce qu'on appelle la communauté économique européenne, puisque
pendant cette période, on est sur de l'économique uniquement. Et donc, on est dans la préparation de ce qu'on appellera plus tard le marché unique. Ensuite, on passe à 9. Et en 1974, on formalise ce qu'est aujourd'hui le Conseil européen. Alors, je rappelle que le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. C'est ce Conseil européen qui fixe l'essentiel de la stratégie, des évolutions et des orientations de l'Union. Et en 1979, on a d'une part le système monétaire européen. Alors ça, c'est la mise en place de ce qui conduira à l'euro. Et puis on a la première élection, sous-entendue au suffrage universel, des députés européens. Parce que précédemment, on avait un truc qui ressemblait à un parlement, mais qui n'était pas constitué de gens élus et qui n'était que consultatif. Quand on passe à 10 avec la Grèce, dans cette période, on signe le traité de Schengen. Alors on a démarré à 5. Les mêmes États fondateurs que la communauté européenne, sauf l'Italie. Et cet espace Schengen, aujourd'hui, on est 29. Donc on voit bien qu'il a évolué de façon très significative. L'idée, c'était de permettre aux gens de la communauté économique européenne de se déplacer partout sans aucune démarche, sans vérification de papier, sans quoi que ce soit, sauf aux frontières extérieures de la communauté, et de l'espace en l'occurrence. Alors après, il se passe quelque chose de très important. D'une part, ce qu'on appelle l'acte unique européen. C'est quoi ce truc-là? C'est la mise en place du marché intérieur. C'est ce qui conduira au marché unique. Ce n'est pas encore le marché unique. C'est pour ça que quand on dit acte unique européen, ce n'est pas le marché unique, c'est le marché intérieur. On aime bien compliquer les choses dans les approches européennes. Et puis, 1992, le fameux traité de Maastricht. Alors, je dis le fameux parce qu'il a suscité des empoignades considérables, parce que ça a été une avancée considérable. C'est Maastricht qui fait la frontière entre ce qu'était la communauté européenne et ce qui est devenu l'Union européenne. Maastricht fusionne tout ce qui précédemment était relativement compliqué dans l'organisation et invente l'Union européenne. Donc ça, c'est un traité très important. Alors, il y a d'autres choses dans ce traité. Il y a la préparation de l'euro, il y a l'extension de ce qu'on appelle la méthode communautaire. Alors, juste un mot. Je ne vais pas vous embêter trop avec ça. La méthode communautaire, c'est le travail ensemble avec un système majoritaire et non pas l'unanimité. Alors que ce qu'on appelle la méthode intergouvernementale, ça suppose l'unanimité. Bon, je ne vous en dis pas plus. Et puis, après, on a traité d'Amsterdam, 1997, traité de Nice, 2001, avec entre-temps la mise en place de l'euro. Alors, 1999, c'est la mise en place technique. La distribution des billets et des pièces, ce sera 2002. Mais en tout cas, l'euro, officiellement, c'est 1999. Dans le traité d'Amsterdam, on commence à évoquer ce qui sera le grand élargissement. Parce que, bien évidemment, on est en pleine négociation avec les pays des PECO qui vont entrer en 2004. On modifie la composition des institutions européennes, on améliore le fonctionnement en faisant diminuer ce qui relève de la pure unanimité, etc. Même chose avec Nice.
avec notamment des choses plus précises sur la méthode communautaire dont je viens de vous parler, etc. D'accord? Il y a autre chose dans le traité de Nice qui a suscité d'ailleurs une mésentente au niveau du Conseil européen parce que tout le monde n'était pas d'accord pour un élargissement à 10 pays d'un coup. Ça a fait beaucoup de débats. Et puis en 2004, on passe donc à 10 pays supplémentaires d'un coup. Et puis on en profite pour réfléchir à un projet de constitution. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing avait été chargé, pas tout seul, mais il présidait le dispositif, d'écrire une constitution pour l'Europe. Parce que bon, une démocratie, ça peut fonctionner sans constitution. Les Britanniques, ils n'ont pas de constitution. Ils n'ont que de la pratique, des usages, de la jurisprudence. Alors, très bien d'ailleurs. Mais les anglo-saxons ont un respect de la parole beaucoup plus important que les latins. Les latins, quand c'est pas écrit, bon. D'ailleurs, les champions de l'écriture, ce sont les Portugais. Au Portugal, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc, je peux donner ma parole. D'ailleurs, j'ai le souvenir comme ça de réunions syndicales au niveau européen où les Portugais disaient n'importe quoi, plaisanter, pour évoquer ceci ou cela. Et après, quand on leur reprochait d'avoir dit ce qu'ils avaient dit, ils disaient mais je ne l'ai pas écrit. Bon, c'est culturel. Alors, cette constitution était un progrès considérable à des tas de points de vue sur le fonctionnement de l'Union, sur les droits fondamentaux, sur l'aspect social de l'Union européenne, et ça a été soumis à référendum aux États membres. Pas qu'à référendum, soit le Parlement, soit le référendum. Et la France a dit non. Et puis quelques jours après, les Pays-Bas ont dit non. Alors quand on se remémore ce qui s'est passé, on voit bien que le non français, notamment, n'avait pas grand-chose à voir avec le texte proposé. C'était comme souvent dans les référendums, un vote pour ou contre le gouvernement. Observez d'ailleurs que, en général, on ne répond pas à la question qui est posée, on répond à celui qui la pose. C'est ça le problème du référendum, c'est que je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas vraiment un système démocratique, le référendum, contrairement à l'apparence. Parce qu'il y a encore une fois la question posée par un tel ou une telle, et puis il y a le contenu de la question. Selon la manière dont on va poser la question, la réponse ne sera pas la même. Et puis comment, dans une question qui suppose oui ou non, prendre en considération la totalité du débat d'un texte comme celui de la Constitution européenne. C'est pas sérieux. Bref, stop, il n'y a pas eu de Constitution européenne, mais on a eu l'idée, au niveau du Conseil européen, de faire un nouveau traité, le traité de Lisbonne, actuellement en vigueur, donc mis en vigueur en 2009. On a eu l'idée de réintroduire dans le traité ce qui avait été refusé dans la Constitution. Alors on l'a fait avec des précautions, parce qu'il ne fallait quand même pas heurter les citoyens. Et du reste, beaucoup de commentateurs continuent à dire que ce traité de Lisbonne, il est antidémocratique, puisqu'il reprend des choses qui ont été refusées ici par référendum. Mais pour toutes les raisons que je viens d'évoquer par rapport au référendum, la démarche était pertinente, d'autant qu'un traité, une fois qu'il est signé au niveau du Conseil européen, il doit être approuvé par les États membres.
en général au niveau de leur Parlement. Donc, ce n'est pas antidémocratique. Alors, ce traité de Lisbonne, il est très important parce que, d'une part, il invente la citoyenneté européenne. Jusque-là, c'était quoi appartenir à l'Union européenne? C'était l'assemblage de nationalisme. Là, on a la citoyenneté européenne, c'est-à-dire le droit de vote, qui est reconnu, qui est inscrit dans le traité. On a la personnalité juridique accordée à l'Union européenne. Alors ça aussi, c'est important. Ça permet à l'Union européenne, au niveau international, d'agir seule. Par exemple, pour signer des traités de libre-échange. Libre-échange, ce sera le thème de ma conférence du 11 juin, si je ne me trompe pas de date. On a aussi largement amélioré le domaine de la méthode communautaire. On a formalisé ce qu'est la majorité qualifiée. Alors la majorité qualifiée, c'est une entente sur une majorité qui n'est pas la majorité simple. Donc pour éviter des dérives de toutes sortes, on a acté que la majorité qualifiée dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'est au moins 55% des votants représentant au moins tant de pays. Alors je n'ai pas le nombre en tête, mais peu importe, ce qui compte, c'est le principe. Et représentant X% de population. Et pour avoir une minorité de blocage, il faut être au moins 4 représentant là aussi X% de la population. Donc ce sont des garde-fous pour éviter de tomber dans l'excès inverse de l'unanimité. Et ce traité de Lisbonne, il inscrit également la sortie de l'Union européenne dans un article qui acte la méthode de sortie parce que on avait bien compris que ça allait servir. D'accord? Et puis d'ailleurs, paf, 2020, le Brexit. Alors le Brexit, on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Alors d'une part, on y a consacré une énergie considérable. Ça a duré 4 ans. Référendum britannique 2016, Brexit effectif 2020. 4 ans de négociations avec des équipes dédiées à ça, dirigées par M. Barnier, dont on dit aujourd'hui, alors c'est toujours pareil, hein, on réécrit souvent l'histoire, on dit aujourd'hui qu'il s'est fait rouler dans la farine par les Britanniques. Du côté britannique, on dit l'inverse. On dit que les négociateurs britanniques se sont fait rouler dans la farine par l'Union européenne. Ce qui tendrait à prouver que finalement le compromis n'est pas si mauvais. Alors c'est plein d'enseignements. D'une part, parce que c'est la première fois qu'un État sort de l'Union, parce que après le Brexit, on n'a pratiquement plus entendu de Frexit ou autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a constaté très vite que les inconvénients de sortir de l'Union l'emportaient largement sur les avantages. Alors je prends un exemple. Dans ces discours qui n'étaient que des mensonges grossiers, M. Johnson, le Premier ministre de l'époque, expliquait par exemple que le Royaume-Uni allait retrouver sa splendeur d'antan et qu'on allait se débarrasser de lourdeurs administratives épouvantables, qu'on allait pouvoir négocier avec le monde entier des tas d'accords beaucoup plus intéressants que ceux passés par l'Union européenne. Or, 10 ans après ces discours, aujourd'hui, le Royaume-Uni n'a passé aucun accord avec quelque puissance mondiale que ce soit. Et c'est normal. Vu de Chine, ça pèse quoi?
le Royaume-Uni. La pertinence et la puissance de négociation commerciale suppose d'être puissant soi-même. Aucun pays seul constituant l'Union européenne n'a le poids suffisant pour peser dans la jungle mondiale. Donc l'enseignement, il est, malgré l'épisode douloureux, plutôt positif en termes d'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors d'abord, très formellement, je crois que je sors du champ là, mais bon, peu importe. Perspective à moyen terme, c'est-à-dire, allez, dans un peu moins de 10 ans. Union bancaire complète et union des marchés de capitaux. Rappelez-vous, je vous ai parlé du rapport Draghi. Monsieur Draghi qui a fait un rapport sur la compétitivité. Monsieur Draghi qui a dit « Votre gouvernance, elle est nulle, donc arrêtez le système de l'unanimité. Ne touchez pas au pacte vert. » Il a dit ça, Draghi. Hein. Bon, on fait un peu le contraire, mais bon. Et il a dit surtout, mais on ne peut pas avoir les éléments de compétitivité convenables si on n'a pas une union bancaire, un système européen plutôt qu'un système morcelé au niveau de chaque État membre. Ce n'est pas possible. Donc l'un des objectifs principaux d'aujourd'hui, c'est l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. Le pacte vert consolidé. Alors, sur le papier, dans les intentions exprimées par la Commission européenne, on a bel et bien ça. Sauf que dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Je rappelle que le Parlement européen est en train de torpiller le pacte vert. Et bizarrement, quand on regarde qui vote ceci ou cela, il faut bien constater que ça se positionne du côté des extrêmes, et notamment de l'extrême droite. Et il est intéressant de regarder la différence colossale entre le discours français, par exemple, et l'action, la posture des mêmes dans le Parlement européen. Alors ça vaut pour le pacte vert, ça vaut pour l'aspect social du fonctionnement de l'Union européenne, ça vaut pour tout un tas de législations. Savez-vous par exemple que l'extrême droite au Parlement européen refuse de changer les textes européens existants sur les violences faites aux femmes? Pourquoi faire, disent-ils? C'est très bien comme ça. Autrement dit encore, ce qui met un frein à l'action européenne, ce sont essentiellement des majorités qui ont changé et qui donnent aux extrémistes un poids qu'ils n'avaient pas jusque-là. Donc ça fait partie des choses préoccupantes. Stratégie numérique souveraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de dépendre, notamment des États-Unis d'Amérique. Alors comme jusqu'ici, c'était un allié naturel, on n'a pas vu venir l'administration Trump, ou plus exactement, on l'a vu venir, mais sans en comprendre les conséquences. Alors si vous suivez l'actualité au quotidien, il est indispensable qu'on cesse de déporter ailleurs notre savoir-faire, qu'on arrête de se fournir auprès de gens qui ne sont pas vraiment des amis, etc., etc. Donc la stratégie à mettre en place, alors, sur le plan de l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'on soit à la traîne ni des États-Unis d'Amérique, ni de la Chine. Alors on s'y emploie. Il y a beaucoup d'équipes
européenne de talent qui travaille là-dessus. Et c'est parmi les retombées un peu étranges de la posture de l'administration Trump, on voit arriver chez nous des talents qui fuient les États-Unis d'Amérique pour les raisons que vous connaissez. Et puis on a, outre la stratégie numérique, évidemment le renforcement de la défense commune. Même chose. On ne peut plus compter sur le parapluie, ce qu'on appelait le parapluie américain. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Ou en tout cas, avec des gens qui sont vraiment nos amis. D'où ces initiatives qui ont été prises ici ou là, comme ce qu'on appelle la coalition des volontaires, où on y trouve le Canada, notamment. La posture de l'Union européenne est largement dépendante de son analyse fine de ce qu'est le monde aujourd'hui. Nous n'avons plus, dans ce qu'on appelait encore le monde libre, que l'Union européenne, qui est un espace démocratique, un espace de liberté, un espace de protection des gens, etc. Ailleurs, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, à une taille suffisante pour être comparé à d'autres grands ensembles. Et puis, on a la question budgétaire. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% de contribution des budgets nationaux des États membres. C'est largement insuffisant. Je crois que je vous l'ai déjà dit aussi. Si on prend les États-Unis d'Amérique, le budget fédéral, c'est 20% de contribution des États. Alors je ne dis pas qu'il faut passer brusquement de 1% à 20%. Je dis simplement que c'est insuffisant. D'ailleurs, le Parlement européen débat actuellement du prochain budget pluriannuel de l'Union européenne et demande une rallonge substantielle pour faire face à tous les défis qui nous attendent. Et puis, justice et droits fondamentaux. Alors là aussi, il faut être cohérent. On ne peut pas avoir inscrit noir sur blanc dans nos traités, dans notre charte des droits fondamentaux, les droits humains, le respect des autres, la protection des minorités, la mixité, etc. On ne peut pas avoir ça et puis commercer avec des gens qui sont devenus non fréquentables. On a des débats actuellement sur l'accord qui nous lie, par exemple, à Israël. Eh bien, il faut s'interroger là-dessus. Est-ce que le commerce doit l'emporter sur les droits humains? Est-ce que notre posture ne doit pas être en permanence sur une référence de l'état de droit, des droits humains, etc. Et puis on a ce que j'ai appelé l'acceptabilité démocratique. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a la perception des gens, des citoyens européens, sur le fait que l'Union européenne, c'est loin, c'est compliqué, et puis c'est pas démocratique. Donc, il faut traiter cette question, sachant que parmi les dispositifs que comporte le traité de Lisbonne, il y a la possibilité de réunir 1 million de signatures de citoyens pour saisir le Parlement d'un texte inventé par les citoyens que le Parlement a l'obligation de regarder. Ça, c'est une démarche que les gens devraient connaître. D'autant que 1 million de signatures à réunir sur 455 millions de citoyens européens, c'est plus facile que dans le système français où il faut réunir 5 millions de signatures par rapport à 70 millions d'habitants. D'accord ? Et puis, dans cette acceptabilité démocratique, il y a une perception qui est liée à la communication insuffisante des responsables politiques. Alors c'est toujours la même histoire.
La plupart des responsables politiques des États membres, et ce n'est pas valable que pour la France, s'attribuent en général le mérite de ce qui va bien et considèrent que ce qui va mal, c'est l'Europe. C'est comme ça qu'on fragilise l'Europe, d'autant que c'est archi faux. Et puis, la question de la souveraineté nationale. Alors ça aussi, nombre de partis politiques, dont je ne citerai pas le nom, considèrent qu'il faut affaiblir l'Europe et renforcer la souveraineté nationale. Regardons le Royaume-Uni. Regardons ce qu'on devient quand on n'est pas unis. Regardons ce qu'on pèse quand on n'est pas ensemble. Donc voilà tous les défis qui attendent l'Union européenne. Alors ça suppose des budgets à la hauteur, ça suppose des réformes, encore des réformes sur le système de fonctionnement et notamment sur... je ne dis pas qu'il faut complètement supprimer l'unanimité. Je pense qu'il faut la réduire à quelque chose de très spécial qui aurait éventuellement des conséquences gravissimes. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais il faut généraliser comment dirais-je, la majorité qualifiée. Et puis enfin, et ça c'est un propos que je viens de lire de la part de M. Séjourné, qui est le commissaire français à la Commission européenne, et qui vient de dire qu'il faut remplacer la directive par le règlement. Alors je vous rappelle que la directive, c'est la loi européenne qui, une fois votée par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, doit être transposée dans le droit national de chaque État membre. Alors ça prend du temps. Et M. Séjourné explique à juste titre que tout le monde n'a pas la même façon de transposer. Il y a ceux qui traînent les pieds, il y a ceux qui changent des choses aux bordures, ce qui fait qu'après, on n'a pas tout à fait les mêmes textes qui s'appliquent dans le périmètre de l'Union européenne, etc., etc. Alors que le règlement, c'est un système dans lequel la loi, qui est le règlement, s'applique directement et telle quelle aux États membres. Alors il y a ceux qui hurlent en disant « Ah oui, mais alors notre souveraineté ». Alors il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir que si on veut avancer à un rythme convenable, si on veut que l'Union européenne de demain ait un poids suffisant, il faut simplifier les procédures, il faut les rendre plus efficaces. Et pour cela, encore une fois, il faut s'élargir parce que tout pays qui n'est pas dans l'Union européenne et qui a vocation d'y entrer est susceptible de tomber et d'être manipulé par d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs démocratiques. Et puis, il faut s'approfondir, c'est-à-dire il faut conduire les réformes qui améliorent le fonctionnement de l'Union européenne. Et il faut parler de l'Union européenne autant que faire se peut pour que les jeunes, notamment, aient envie d'Europe. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Zilberberg. Les défis sont nombreux et les fronts tout autant. Avez-vous des questions ? En tout cas, merci de nous avoir menés par la main dans les arcanes de tous ces fondements qui sont des fois difficiles à suivre. Avez-vous des questions, messieurs, dames ? Oui. Oui. Oui, mais ce n'est pas enregistré, donc il vaut mieux parler dans le micro. Attendez. Même si vous avez une voix de stentor. On y va. À une vitesse moyenne, mais je ne peux pas mieux. Oui, je voudrais revenir sur la Constitution, enfin sur ce qu'est une Constitution.
Est-ce que vous pourriez nous dire, nous définir en quelques mots, donc, à quoi sert ce qu'est une constitution? C'est bien entendu démocratique, puisqu'en fait, en Europe, il y a des monarchies, des principautés, des républiques, une théocratie aussi. Je ne sais pas si elle est démocratique, celle-là, mais bon, je parle du Vatican. Ça fait partie je crois, il me semble que ça fait partie de l'Union européenne, le Vatican. Pas du tout. Ah non, alors ok, donc pas de théocratie. Bon, pour le reste, voilà. Et j'aimerais savoir à quoi sert une constitution. Alors, c'est relativement simple. Une constitution, ça sert à ceux qui n'ont pas la culture de la parole ou la culture de la jurisprudence, à avoir une référence pour vérifier que les principes de fonctionnement politique du pays sont respectés. C'est en fait le gardien du temple, la Constitution. Alors on dit Constitution plutôt que traité, parce que quand on dit traité, ça peut traiter, si j'ose dire, d'un tas de sujets, alors que la Constitution, c'est véritablement un texte qui est la référence pour le fonctionnement politique du pays. Alors justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que, par exemple, la France de 1981 rentrerait dans les critères d'aujourd'hui, les premiers critères qu'on a donnés, notamment sur l'économie de marché? Puisqu'en 1981, il y a encore une grosse partie de l'activité économique en France qui est sous contrôle d'État. Je cite la SNCF, EDF, GDF, l'ORTF, j'en passe et des meilleurs. Et donc, c'est ça qui me gêne un petit peu dans la Constitution européenne, traité de Lisbonne, c'est qu'en fait, pour moi, ça outrepasse le débat politique, puisque le Parlement en France, c'est lui qui va définir, par exemple, une politique économique, une politique internationale, alors que là, tout est gravé dans le marbre avant. Voilà. Alors, pour répondre à la question, est-ce que la France, etc., entre-temps, selon les normes européennes, on a démantelé ce qui constituait des entreprises nationales et des monopoles d'État. On les a démantelés. Aujourd'hui, la SNCF est concurrencée par d'autres opérateurs. Les PTT, ça n'existe plus, etc. Bon, donc on a bien eu une avancée. Alors, une avancée pour ceux qui sont partisans de l'économie de marché pure. Pour ceux qui sont partisans de ne pas distinguer les services publics des services privés. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je considère qu'il y a des monopoles qui sont pertinents dans le domaine des services publics. Si on a de graves difficultés aujourd'hui d'investissement à la SNCF, c'est parce qu'on a eu une démarche qui n'était pas une démarche de service public. Il y a... Pardon ? Oui, c'est la voie européenne. Mais c'est bien... quand on fait partie d'un ensemble, il faut accepter les règles communes. Alors quand l'Union européenne définit la mise en concurrence de tout l'ensemble du fonctionnement économique, je ne partage pas forcément. Mais ça a au moins la cohérence d'une démarche qui se veut efficace. J'allais dire, il y a quelques décennies, que vous alliez de Paris à Clermont-Ferrand ou de Clermont-Ferrand à Issoire ou de Lille à je ne sais où, c'était X francs du kilomètre. Point.
Aujourd'hui, quand vous voulez prendre un billet de train à la SNCF à 18 heures, si vous êtes occupé par autre chose, à 19 heures, ce ne sera pas forcément le même tarif. Il y a une fluctuation qui est liée à un fonctionnement purement capitalistique. Je dirais aussi que les investissements du service public, lorsqu'ils sont traités de la même manière que les services privés, ça donne le TGV qui a fait l'objet d'investissements considérables et l'abandon des lignes secondaires, sans parler de ce qu'on appelle l'intercité. Je ne vais pas m'étendre sur les performances de la liaison Paris-Clermont-Ferrand, mais voilà un exemple de ce qui, à mon sens, ne devrait pas être traité de cette façon-là. Mais, encore une fois, ce qui compte, c'est d'être ensemble et d'avoir des règles communes. Et encore une fois, une constitution, c'est fait pour partager non pas la totalité du fonctionnement politique, mais des références en termes de composition du Parlement, que se passe-t-il s'il y a tel événement politique, à combien de mandats pour un président de la République, etc. Bon, il faut des règles. Et les règles communes de l'Union européenne, mis à part un certain nombre de critiques qu'on peut formuler, ce sont des règles démocratiques. Et c'est l'essentiel. Nous sommes le seul espace mondial où on a une charte des droits fondamentaux qui interdit à un État membre d'appliquer la peine de mort, par exemple. Oui, d'autres questions? Ah non, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Si, ah si, tiens, j'arrive. Alors, selon vous, on est condamné à l'élargissement encore et encore et encore? Vous savez, il y a pire comme condamnation. Alors, vous dites condamné, ce qui laisse entendre que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le système. On n'est pas condamné. On est conduit à s'élargir. J'ai essayé de vous dire pourquoi. Alors, d'abord, pour une question de cohérence continentale. Ne pas avoir la Suisse dans l'Union européenne, c'est dommage. Ne pas avoir les Balkans, c'est dommage. Donc, je dirais que cette perpétuelle recherche de la cohérence, ça conduit en effet à l'élargissement. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres raisons que je crois vous avoir données, mais que vous n'avez peut-être pas partagées. C'est que nous sommes seuls dans le monde actuel, avec des valeurs démocratiques, avec un état de droit, etc. Et il faut que ça pèse lourd pour contrebalancer la tendance à la mondialisation qui a pris une allure pas très sympathique. Nos concurrents que sont la Chine, la Russie, qui font des démonstrations d'amitié, y compris d'ailleurs avec les États-Unis d'Amérique pour les raisons que j'ai évoquées également. Si on n'est pas nombreux, on est foutu, tout simplement. Donc l'élargissement, c'est une démarche, au fond, sécuritaire. Oui, c'était un peu une provocation, ce que je vous ai dit. Simplement, je trouve que ça va peut-être trop vite, c'est allé un peu trop vite, me semble-t-il, pour certains pays, enfin c'est mon avis. Et c'est surtout ça qui pose problème, parce qu'il y a des candidats comme l'Albanie, quand on voit ce qu'ils sont actuellement, comment on peut les intégrer? C'est pas possible, quoi. Par exemple, c'est un... Voilà. Alors d'abord, il faut quand même savoir que la durée moyenne
d'intégration d'un État candidat, c'est 10 ans. 10 ans. Bon. Alors, l'Albanie, en effet, est dans un état qui n'est pas terrible, mais les choses peuvent changer et on peut contribuer à les faire changer. C'est ce qu'on a fait avec le Monténégro. Le prochain État qui va entrer dans l'Union, c'est probablement le Monténégro, puisque le 22 ou le 23 avril a été mis en place le groupe chargé d'écrire le traité d'adhésion. Donc on est au bout de la démarche, là. Bon, le Monténégro, c'est 700 000 habitants, hein, c'est pas... Hein. Et puis, le Monténégro a conduit les réformes qui vont bien, etc. Bon. On prend toutes les précautions possibles, mais on ne peut pas tout imaginer. Difficile d'imaginer que la Hongrie devienne ce qu'elle est devenue avec Orban. Difficile. Bon. Alors après, encore une fois, là, il faut approfondir. Il faut faire en sorte que quand un pays sort du respect des règles de l'Union européenne, les sanctions soient à la hauteur, y compris la suspension du droit de vote, par exemple, ce qu'on n'a jamais appliqué. Alors j'en profite pour dire que ce n'est pas simple de diriger l'Union européenne. Enfin, il y a des moments où je la trouve un peu molle, l'Union européenne. Et quand je dis l'Union européenne, vous voyez qui je veux dire. C'est dommage, c'est une femme. Attention, qu'on comprenne bien. Je ne dis pas que c'est dommage qu'une femme soit à la tête de l'Union européenne. Je dis que c'est dommage qu'on ait cette femme-là. Parce qu'on voit bien qu'elle a atteint un niveau qui, dans sa première mandature, était de bonne aloi et qui, aujourd'hui, n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Quand, par exemple, elle décide toute seule de signer un accord avec les États-Unis d'Amérique en acceptant que nous soyons taxés alors que les États-Unis ne le sont pas, c'est aberrant. Aberrant. Bon. Mais du coup, je ne sais plus où j'en étais. J'ai répondu à votre question. C'était l'Albanie. Voilà. Non, je crois que les 35 chapitres qui sont mis en route pour qu'un pays adhère, c'est du sérieux. Hein. Il y a des équipes qui travaillent d'arrache-pied pendant des années avant qu'on puisse dire « Ok, vous pouvez entrer ». Donc, on peut difficilement faire mieux, je crois. Merci. C'est très simple. Alors, la Norvège, elle est dans l'espace Schengen. Elle est dans l'espace économique européen, donc elle est très proche. Je veux dire, on peut avoir des liens très forts sans être un État membre. Alors, c'est mieux d'être un État membre. Alors, pourquoi ça n'a pas abouti ? Les négociations se sont très bien passées et ça a capoté quand on a consulté la population par référendum et la population a dit non. Alors là aussi, on peut analyser de la même manière que tout ce que j'ai dit à propos du référendum. Est-ce que les gens ont eu peur de perdre leur spécificité ? Est-ce qu'ils ont été influencés par des discours politiques du style Johnson ? Je ne sais pas, mais voilà. Parce qu'ils sont exactement comme le Royaume-Uni. En fait, comme pour posture, ils sont dans la même position que les Anglais. C'est-à-dire ? Ils ne sont pas dans cet espace européen pour les rendre des droits de l'homme. Si, ils sont dans l'espace Schengen. Ah ben, c'est important, parce que être dans l'espace Schengen, ça suppose de partager les mêmes valeurs en termes de comportement par rapport aux autres États qui y sont. Ça suppose de partager les mêmes moyens en termes de surveillance des frontières extérieures. Si, c'est très impliquant quand même. C'est même confortable. Bah, oui et non, parce que la Norvège ne peut pas bénéficier du budget de l'Union européenne et des subventions et des prêts qui vont avec. D'ailleurs, elle a eu de grosses difficultés au moment de la pandémie, puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier du plan qui a été établi par l'Union européenne. Bon, donc,
Être dedans sans être vraiment dedans, ça a quand même quelques inconvénients. Mais voyez l'Islande. L'Islande qui, elle aussi, avait refusé par référendum l'entrée dans l'Union, est en train de se poser la question de savoir si ça ne vaut pas le coup de recommencer. Concernant le Mercosur, l'écart entre le vote du Parlement et la décision contre l'adhésion et puis la Commission qui fait une mise en place provisoire, où en est-on et comment ça risque de se terminer? Alors, Madame Union européenne, Madame von der Leyen, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de respect, hein, elle a trouvé une astuce, parce que dans un traité, mais du coup j'anticipe sur ma conférence suivante, mais ça fait rien, dans un accord de libre-échange, il y a ce qu'on appelle un volet commercial et un volet économique. Alors la nuance, la distinction est difficile à faire, mais toujours est-il que le volet commercial est de la compétence exclusive de la Commission européenne. C'est-à-dire que ne nécessite pas l'approbation du Parlement européen pour être mise en œuvre. À un moment donné, il faudra que ça soit validé. Mais entre-temps, ça peut être mis en œuvre. Voilà, donc c'est fâcheux, mais c'est comme ça. Mais tout l'accord n'est pas applicable immédiatement. Ce n'est qu'un bout de l'accord. Et puis, il y a des choses qui sont suspendues, puisque le texte a été soumis, justement parce que le Parlement européen a considéré que Mme von der Leyen outrepassait ses pouvoirs. Ça a été soumis à la Cour de justice européenne qui va trancher. Alors, entre-temps, on aura échangé des trucs avec le Mercosur, mais bon. C'est les aléas de la vie humaine. Ah. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Qui finance? Tous ces gens qui gèrent les questions. Vous voulez dire les relations. fonctionnaires de l'Union européenne? Alors ça, c'est un sujet de prédilection des anti-européens, sauf que les chiffres sont implacables. Il y a, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête, hein, mais il y a à Bruxelles, comme on dit, ils ne sont pas tous à Bruxelles, il y en a aussi dans les États membres. Enfin, grosso modo, le nombre de fonctionnaires affectés au fonctionnement de l'Union européenne est en proportion 3 fois moins important que les fonctionnaires de la mairie de Paris, par exemple. Ça donne une bonne idée de la chose. Quant à qui paye, ben, je l'ai dit, hein, c'est la contribution des États, c'est 1% de leur budget qui remonte au niveau du budget européen. Donc, on ne peut pas considérer que c'est déraisonnable. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même que c'est une misère. Bien, bien, cette fois-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions et donc nous nous retrouverons le 11 juin. Merci beaucoup.